6 millions de Juifs assassinés, plus de 400 lois discriminatoires promulguées en 6 ans. Des camps d'extermination conçus avec une efficacité qui déconcerte encore ingénieurs et historiens. L'Holocauste est le crime le mieux documenté de l'histoire moderne, et pourtant en son sein persistent des questions que des décennies de recherche n'ont pas pu répondre entièrement. Ce ne sont pas des questions marginales ni des théories conspirationnistes. Ce sont des lacunes reconnues par les archives même de Yad Vashem, par les témoignages du tribunal de Nuremberg, par les dossiers déclassifiés du département d'État américain et par les actes du procès des Einsatzgruppen de 1947. Ce qui rend ces mystères véritablement troublants n'est pas le manque de documents, mais bien le contraire. Il y a trop de documents, et parmi eux apparaissent des contradictions, des silences délibérés et des décisions qu'aucun manuel de psychologie criminelle n'a réussi à expliquer avec précision. Pourquoi un régime qui proclamait l'efficacité industrielle a-t-il consacré des ressources rares au transport de victimes en pleine retraite militaire ? Comment fut-il possible que des médecins diplômés de l'université, des pères de famille, des hommes qui assistaient à des concerts le week-end soient devenus des exécuteurs méthodiques? Que s'est-il réellement passé dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau durant les derniers jours de novembre 1944, lorsque les SS reçurent l'ordre de les détruire? L'historien Raoul Hilberg identifia 3 phases successives de l'antisémitisme institutionnel. Conversion, expulsion et anéantissement. Chaque phase fut plus radicale que la précédente. Mais à l'intérieur de cette escalade existe un territoire d'ombre où la logique se brise, où les ordres ne laissent aucune trace écrite, où les témoins survivants se souviennent de choses que les bourreaux jurèrent ne s'être jamais produites. C'est ce territoire que nous allons explorer aujourd'hui. Ces mystères ne sont pas ceux du sensationnalisme ni du négationnisme historique. Ce sont les mystères que les chercheurs spécialisés dans l'Holocausto eux-mêmes signalent dans leurs notes de bas de page, dans leurs épilogues, dans les pages que les manuels scolaires n'incluent jamais. 20 énigmes que la science forensique, la psychologie, l'ingénierie et l'historiographie n'ont pas encore entièrement résolues. Commençons. Mystère. 1. La décision que personne n'a signée. Quand et comment fut ordonnée la solution finale? Le 20 janvier 1942, 15 hauts fonctionnaires du parti nazi, des SS et du gouvernement allemand se réunirent dans une villa au bord du lac Wannsee, dans la banlieue berlinoise du même nom. La rencontre dura environ 90 minutes. Le compte-rendu, rédigé par Adolf Eichmann, Obersturmbannführer des SS, et révisé par Reinhard Heydrich, Obergruppenführer et chef de l'Office central de sécurité du Reich, décrit avec une précision bureaucratique le plan visant à assassiner 11 millions de Juifs européens, de l'Irlande aux Urals. Plus de la moitié des 15 participants détenaient des titres de doctorat. Aucun ne protesta. Aucun ne demanda de clarification morale. Aucun ne démissionna. Le mystère ne réside pas dans ce qui se passa à Wannsee. Le mystère réside dans ce qui se passa avant. Les historiens cherchent depuis 80 ans le document qui ordonna l'extermination totale des Juifs européens. Il n'existe pas. Il n'y a aucun décret d'Hitler, aucun ordre signé par Heinrich Himmler, Reichsführer SS, aucune directive formelle de Heydrich stipulant explicitement. À partir de cette date, tous les Juifs d'Europe doivent être assassinés. Le régime qui produisit des millions de documents administratifs, qui réglementait jusqu'à la couleur des uniformes et le poids maximum des colis envoyés depuis les camps, ne laissa aucun ordre écrit pour le plus grand crime de son histoire. Christopher Browning, l'un des historiens de l'Holocauste les plus respectés au monde et auteur de Ordinary Men, 1992, situe la décision à l'automne 1941, probablement entre septembre et octobre, lorsque le succès initial de l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique convainquit Hitler que la victoire totale était imminente. Dans ce contexte d'euphorie militaire, la radicalisation de la politique anti-juive aurait franchi le pas final de l'expulsion massive à l'extermination systématique. Mais Browning travaille avec des indices et non avec des documents directs. Yehuda Bauer, de l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, soutient qu'il n'y eut pas une décision unique, mais une série de décisions successives prises entre 1941 et le début de 1942, dans lesquelles Hitler accordait une approbation implicite tandis que ses subordonnés
en compétition entre eux pour démontrer leur loyauté idéologique, radicalisaient la mise en œuvre. C'est ce que les historiens appellent le modèle fonctionnaliste. Le génocide comme résultat d'une dynamique bureaucratique qui s'est auto-alimentée plutôt que comme l'exécution d'un plan directeur élaboré dès le départ. Les SS commenceront les opérations d'extermination massive à Chelmno le 8 décembre 1941, 12 jours avant la conférence de Wannsee. Ce qui fut discuté dans cette villa ne porta pas sur la question de savoir s'il fallait tuer les Juifs, mais sur la manière de coordonner ce qui était déjà en cours. Les participants à Wannsee, selon le compte rendu lui-même, ne reçurent pas la nouvelle de l'extermination comme une nouveauté. La plupart le savaient déjà. Eichmann déclara devant le tribunal de Jérusalem en 1961 que le langage du compte-rendu avait été délibérément édulcoré par rapport à ce qui fut dit lors de la réunion. Les mots directs, les termes exacts utilisés pour décrire les méthodes d'assassinat ne furent jamais consignés. Pourquoi un régime obsédé par la documentation ne laissa-t-il aucune trace écrite de sa décision la plus centrale? Une interprétation est qu'Hitler comprenait intuitivement que cet ordre était irréversible et compromettant, et préféra qu'il existât sous forme de mandat oral, communiqué en chaîne à travers ses subordonnés. Une autre interprétation, défendue par l'historien allemand Hans Mommsen, est qu'il n'y eut pas d'ordre central parce que le processus fut véritablement décentralisé. Les commandants des Einsatzgruppen à l'Est, les fonctionnaires des SS en Pologne, les Gauleiter régionaux, prirent des décisions locales qui devinrent une politique nationale par accumulation. Ce que la science historique ne peut pas faire, 80 ans après, c'est clore ce dossier. L'absence du document fondateur du crime le plus organisé de l'histoire moderne demeure l'une des énigmes les plus déconcertantes du XXe siècle. Mystère 2. Les Einsatzgruppen. Comment fabrique-t-on un tueur de masse? À l'été 1941, 4 unités mobiles des SS et de la police allemande avancèrent derrière les lignes de l'armée en Union soviétique fraîchement envahie. Elles s'appelaient Einsatzgruppen, groupe d'action. Elles avaient une mission spécifique, identifier et assassiner les ennemis raciaux et politiques du Reich sur le territoire conquis. En pratique, cela signifia l'extermination systématique de communautés juives entières, village après village, ville après ville. Entre juin 1941 et la fin de l'année 1942, les 4 Einsatzgruppen, A, B, C et D, assassinèrent approximativement 1,5 million de Juifs, selon les estimations les plus acceptées par les historiens, fondées sur les propres rapports opérationnels des SS déclassifiés après la guerre. L'Einsatzgruppe A, opérant dans les pays baltes et dans le nord de la Russie, était responsable d'au moins 250 000 assassinats documentés à la fin de l'année 1941. L'Einsatzgruppe C, opérant en Ukraine, mena le massacre de Babi Yar entre le 29 et le 30 septembre 1941. Dans le ravin situé aux abords de Kiev, 33 771 Juifs furent fusillés en 2 jours. Le chiffre est précis parce que les exécuteurs eux-mêmes le comptabilisèrent dans leur rapport officiel. Le mystère ne réside pas dans les crimes, il réside dans les hommes qui les commirent. Le procès des Einsatzgruppen, tenu à Nuremberg entre 1947 et 1948, jugea 24 commandants. Les archives du procès, disponibles aux archives nationales des États-Unis et largement analysées par l'historien Helmut Krausnick dans son ouvrage « Hitlers Einsatzgruppen » 1985, révèlent que ces hommes n'étaient pas des criminels condamnés, ni des psychopathes cliniques, ni des soldats d'infanterie sans instruction. Ils étaient, dans une proportion extraordinaire, des personnes dotées d'une formation universitaire avancée. Otto Ohlendorf, commandant de l'Einsatzgruppe D, avait étudié la jurisprudence et l'économie. Walter Blum, commandant du Sonderkommando 7A, était titulaire d'un diplôme d'avocat. Ernst Bieberstein avait été pasteur protestant. Le psychologue social James Waller, dans son livre Becoming Evil, 2002, analyse ce phénomène comme l'un des problèmes les plus troublants de la psychologie moderne. Quel processus transforme des individus ordinaires en exécuteurs de massacres? Ses conclusions, fondées en partie sur les témoignages du procès des Einsatzgruppen et sur les études ultérieures de Christopher Browning concernant le bataillon de réserve de police Santin, pointent vers une combinaison de facteurs:
Pression du groupe, déshumanisation progressive de l'ennemi, idéologie qui recadre le meurtre comme une défense nécessaire et l'absence de conséquences visibles pour celui qui refuse. Browning démontra dans Ordinary Men que le commandant du bataillon 101, le major Wilhelm Trapp, offrit à ses hommes la possibilité de ne pas participer aux fusillades de Józefów en Pologne en juillet 1942. Sur environ 500 hommes, moins d'une douzaine se mirent à l'écart. Ils ne furent pas punis. Les autres tirèrent. Ce que la psychologie ne peut pas expliquer avec précision, c'est la rapidité. Des hommes qui, quelques semaines auparavant, étaient des pères de famille, des employés de banque, des instituteurs, devinrent des exécuteurs efficaces de massacres sans passer par une période prolongée d'endoctrinement. Le régime nazi avait préparé le terrain idéologique pendant des années, mais la transformation individuelle demeurait, selon les propres enquêteurs du procès de Nuremberg, déconcertamment rapide. Le médecin militaire qui examina psychologiquement certains membres des Einsatzgruppen pour la défense au cours du procès ne trouva aucune anomalie clinique significative. La science forensique identifia les crimes, la psychologie décrivit les mécanismes. Mais le moment précis où un être humain franchit la ligne et tire sur une rangée de civils sans défense au bord d'une tranchée demeure, selon les propres mots de Browning, le problème le plus obscur de l'histoire du XXe siècle. Mystère 3. Babi-Yar, le ravin que la terre ne voulait pas dissimuler. Le matin du 29 septembre 1941, des affiches en langue russe, ukrainienne et allemande apparurent au coin des rues de Kiev. Elles ordonnaient à tous les juifs de la ville de se présenter à l'angle des rues Melnik et Doktorivskoe à 8 heures du matin, munis de leurs pièces d'identité, de leur argent et de leurs objets de valeur. Quiconque n'obéirait pas serait fusillé. La menace était si explicite que de nombreux voisins non-juifs de Kiev pensèrent qu'il s'agissait d'une déportation et non d'un massacre. Les Juifs eux-mêmes, après des mois d'occupation allemande qui avaient inclus des restrictions mais pas de tueries massives à cette échelle dans la ville, firent la même supposition. Des milliers de personnes marchèrent vers le ravin de Babi-Yar avec des valises et des ballots. Certains tenaient leurs enfants par la main. Lorsqu'ils arrivèrent au périmètre de barbelés installé par les SS et la police auxiliaire ukrainienne, il n'y avait plus de retour possible. La mécanique du crime fut documentée avec précision dans les rapports de l'Einsatzgruppe C, plus précisément du Sonderkommando 4A sous le commandement du SS Standartenführer Paul Blobel. Les victimes étaient contraintes de remettre leurs affaires et leurs documents, de se déshabiller et avancèrent par groupes de 10 vers le bord du ravin. Là, le personnel des SS les exécutait à la mitrailleuse. À la fin de la journée, les corps étaient recouverts d'une mince couche de terre. En 2 jours, 33 771 juifs furent assassinés. Blobel lui-même consigna le chiffre dans son rapport opérationnel avec la même neutralité bureaucratique avec laquelle on aurait pu rapporter l'inventaire d'un entrepôt. Le mystère de Babi-Yar ne commence pas en 1941. Il commence en 1943. Lorsque la Wehrmacht commença à reculer face à l'avance soviétique, Heinrich Himmler ordonna l'opération 1005, dont le but était de détruire les preuves des massacres commis sur le territoire soviétique en exhumant les cadavres des fosses communes et en les incinérant. Le SS Standartenführer Paul Blobel, le même homme qui avait commandé le massacre original, fut placé à la tête de cette opération de dissimulation. En août 1943, un commando de prisonniers juifs fut contraint d'exhumer les restes de Babi-Yar et de les brûler sur des bûchers construits sur des rails de chemin de fer. Le travail dura plusieurs semaines. Les chiffres de l'opération, partiellement consignés lors des procès de Nuremberg, indiquent que des dizaines de milliers de cadavres furent exhumés. Le 29 septembre 1943, exactement 2 ans après le massacre, les prisonniers qui avaient effectué le travail d'exhumation tentèrent une évasion massive. Certains réussirent à s'échapper. La majorité fut reprise et fusillée sur place. Ce que la science forensique trouva des décennies plus tard à Babi-Yar défie le récit de la dissimulation réussie. Lorsque l'Ukraine accéda à l'indépendance et que les archéologues purent travailler librement sur le site, ils découvrirent que le sol du ravin contenait encore des fragments osseux, des cendres et des objets personnels. La terre, littéralement, n'avait pas absorbé le crime.
Mais le mystère le plus profond de Babi Yar est la complicité locale. Les rapports allemands indiquent que la police auxiliaire ukrainienne participa activement au massacre. Des témoins survivants, parmi lesquels Dina Pronicheva, une actrice du théâtre de marionnettes de Kiev qui fit la morte et réussit à s'échapper du ravin, déclarèrent devant les tribunaux soviétiques que des civils ukrainiens observaient la colonne en marche sans intervenir, et que certains désignèrent même des voisins juifs qui tentaient de se cacher. Combien d'Ukrainiens savaient ce qui allait se passer avant que cela n'arrive? Les archives soviétiques, partiellement disponibles depuis l'ouverture des fonds après la chute de l'URSS, ne répondent pas à cette question. Le Kremlin supprima pendant des décennies le caractère spécifiquement antisémite du massacre, préférant le présenter comme un crime contre les citoyens soviétiques en général. Le poète Yevgeny Yevtushenko écrivit son célèbre poème « Babi Yar » en 1961 précisément pour dénoncer ce silence officiel. L'œuvre lui valut la censure en Union soviétique. Le nombre exact de victimes totales à Babi Yar reste impossible à établir avec une certitude absolue. Les estimations oscillent entre 70 000 et 100 000 personnes, incluant des juifs, des prisonniers de guerre soviétiques et des civils d'autres catégories, exécutés lors de différentes opérations entre 1940 et 1943. Le chiffre de 33 771 du rapport original ne correspond qu'aux 2 premiers jours. L'archéologie forensique du site n'a pas réussi à confirmer un nombre total de façon définitive. Mystère 4. Les lois de Nuremberg et la science qui ne put définir l'ennemi. Le 15 septembre 1935, lors du congrès annuel du parti nazi dans la ville de Nuremberg, le Reichstag approuva 2 lois qui allaient devenir le noyau juridique de l'antisémitisme d'État allemand. La loi sur la citoyenneté du Reich priva les Juifs allemands de leur statut de citoyens à part entière, les réduisant à de simples sujets de l'État. La loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand interdit les mariages et les relations sexuelles entre Juifs et non-Juifs, criminalisant ce qu'elle nomma la souillure raciale. Le problème central que ces lois prétendaient résoudre était apparemment simple, définir qui était juif. Il s'avéra impossible d'un point de vue scientifique. Les idéologues nazis insistaient sur le fait que la judéité était une caractéristique raciale, déterminée par la biologie et transmise par le sang. Ils avaient construit pendant des années un édifice pseudo-scientifique appelé hygiène raciale, Rassenhygiene, soutenu par des figures telles que le docteur Alfred Plötz et le docteur Eugen Fischer, qui prétendaient avoir identifié des marqueurs physiques et biologiques capables de distinguer les races. Le problème était que ces marqueurs n'existaient pas. Les scientifiques du régime, quels que fussent leurs efforts, ne pouvaient trouver aucune différence biologique mesurable entre un Allemand juif et un Allemand non juif. La forme du crâne, la couleur des yeux, la composition du sang, aucun indicateur biologique ne s'avérait fiable. La solution que les juristes du Troisième Reich trouvèrent fut paradoxale, définir la race juive à travers la religion. En vertu des lois de Nuremberg, une personne était considérée comme juive si 3 ou 4 de ses grands-parents avaient appartenu à la communauté religieuse juive. Autrement dit, pour déterminer la supposée identité raciale de quelqu'un en 1935, l'État allemand devait consulter les registres religieux de ses ancêtres et non analyser son ADN ni examiner ses caractéristiques physiques. La race se définissait, en pratique, par l'appartenance religieuse des générations précédentes. Les conséquences de cette contradiction furent immenses et souvent absurdes dans leurs manifestations concrètes. Des prêtres catholiques, des religieuses, des pasteurs protestants qui découvrirent que leurs grands-parents avaient été des juifs convertis se retrouvèrent du jour au lendemain classifiés comme juifs et privés de leurs droits civils. Le régime qui proclamait que la religion était sans importance et que seul le sang déterminait l'identité dépendait en réalité entièrement des antécédents religieux pour appliquer ces lois raciales. L'historien Raoul Hilberg, dans son œuvre monumentale « The Destruction of the European Jews » 1961, souligna que cette contradiction n'était pas une erreur de conception, mais une conséquence inévitable de la tentative de légiférer sur une catégorie qui n'a aucun fondement biologique réel.
Les fonctionnaires même du ministère de l'Intérieur allemand chargés de rédiger les règlements d'application des lois de Nuremberg se trouvèrent pris dans des débats interminables sur les cas limites. Les fameux Mischlinge, personnes d'ascendance mixte qui pouvaient être classifiées de différentes manières selon l'interprétation du règlement appliqué. Combien d'Allemands se retrouvèrent finalement classifiés comme juifs sans être jamais considérés comme tels? La réponse exacte ne fut jamais établie avec certitude. Les calculs de l'époque estimaient qu'entre 100 000 et 200 000 personnes en Allemagne se retrouvèrent piégées dans des catégories ambiguës que le régime lui-même ne pouvait résoudre de manière cohérente. Dans certains cas, des fonctionnaires locaux appliquèrent des critères différents de ceux utilisés par les fonctionnaires nationaux pour classifier les mêmes personnes. Ce que la science du XXe siècle confirmerait des décennies après la guerre, et ce que la génomique du XXIe siècle a confirmé de manière définitive, c'est que le concept de race juive est dépourvu de tout fondement biologique. Les Juifs de différentes parties du monde présentent entre eux des profils génétiques plus différents que similaires, reflet de siècles d'histoire diasporique. L'édifice juridique qui coûta la vie à des millions de personnes était construit sur une prémisse que ses propres architectes ne pouvaient démontrer scientifiquement. Mystère. 5. Theresienstadt, la ville qui trompa le monde. En novembre 1941, les SS établirent dans la ville forteresse de Térésine, dans le nord-ouest de la Bohême, à une soixantaine de kilomètres de Prague, ce qu'ils présentèrent publiquement comme un camp de retraite pour les Juifs allemands d'un âge avancé, les vétérans de guerre décorés et les personnalités éminentes du monde artistique et intellectuel. Le nom allemand du lieu, Theresienstadt, venait de l'impératrice Marie-Thérèse, qui avait fait construire la forteresse au XVIIIe siècle. Les SS le baptisèrent pompeusement Vorzeigelager, le camp vitrine. La réalité que dissimulèrent ces murs avait des dimensions dévastatrices. Environ 141 000 Juifs d'Allemagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie, du Danemark, des Pays-Bas, de Slovaquie et de Hongrie arrivèrent à Theresienstadt pendant la guerre. Plus de 88 000 furent déportés de là vers Auschwitz et d'autres centres d'extermination. Environ 33 500 moururent à l'intérieur même de l'enceinte en raison des dures conditions de vie, de la faim et des maladies. À peine 17 000 survécurent. Le mystère de Theresienstadt n'est pas son fonctionnement interne, c'est son succès propagandiste. En juin 1944, le Comité international de la Croix-Rouge envoya une délégation au camp. L'inspection fut le résultat de mois de pression diplomatique d'organisations juives internationales et de gouvernements neutres qui avaient entendu des rumeurs sur les conditions de vie dans les camps allemands. Les SS préparèrent la visite avec minutie. Ils déportèrent des milliers d'internés dans les semaines précédentes afin de réduire la surpopulation visible. Ils peignirent des façades, installèrent des jardins, ouvrirent une cafétéria, organisèrent des concerts et des pièces de théâtre. Un film de propagande intitulé Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, Le Führer offre une ville aux Juifs, fut réalisé avec des prisonniers contraints de jouer. La délégation de la Croix-Rouge visita le camp le 23 juin 1944. Son rapport, rédigé par le délégué suisse Maurice Rossel, conclut que les conditions à Theresienstadt étaient satisfaisantes. Rossel décrivit des espaces d'hébergement raisonnables, des installations culturelles, des soins médicaux visibles. Il ne vit pas, ou ne voulut pas voir, que tout était un décor fabriqué. Comment cette tromperie fut-elle possible? Les archives de la Croix-Rouge, partiellement disponibles depuis 1990, montrent que Rossel était un diplomate sans expérience préalable dans les camps de concentration. L'itinéraire de la visite fut entièrement contrôlé par les SS. Il vit ce qu'on lui montra, et non ce qui existait réellement. Plusieurs historiens, parmi lesquels Jean-Claude Favez dans son ouvrage « The Red Cross and the Holocaust » 1988, ont soutenu que la Croix-Rouge internationale disposait d'un accès suffisant pour soupçonner la vérité, mais que des raisons politiques et institutionnelles la conduisirent à accepter la version allemande sans approfondir. Ce qui demeure sans réponse satisfaisante, c'est pourquoi la délégation n'interrogea pas les internés en privé, ce qui aurait pu révéler la réalité immédiatement. Certains survivants de Theresienstadt, comme l'historienne Anna Hindrakova, se souvinrent dans leurs témoignages déposés aux archives nationales tchèques que la peur des représailles immédiates était si intense que,
Même s'ils avaient été interrogés en privé, ils auraient difficilement dit la vérité. Après la visite de la Croix-Rouge, les déportations vers Auschwitz reprirent à un rythme accéléré. Entre septembre et octobre 1944, plus de 18 000 personnes furent envoyées de Theresienstadt à leur mort. Le film de propagande existe encore. Il fut découvert dans une archive tchécoslovaque après la guerre. Plusieurs de ces acteurs forcés, dont le chef d'orchestre Karel Anserl, furent déportés à Auschwitz quelques semaines après la fin du tournage. Mystère 6. La conférence d'Évian. Pourquoi le monde regarda-t-il ailleurs? Le 6 juillet 1938, des délégués de 33 nations se réunirent dans la station thermale d'Évian-les-Bains, au bord du lac Léman en France, convoqués par le président américain Franklin D. Roosevelt pour aborder la crise des réfugiés juifs qui fuyaient l'Allemagne nazie. La conférence dura 9 jours. À son terme, pratiquement aucun pays n'avait proposé d'augmenter ses quotas d'immigration de façon significative, ce qui fait de cet échec l'une des énigmes les plus troublantes de la période précédant l'extermination. C'est ce que l'on savait, ce qui aurait pu être fait et le fossé entre les deux. En juillet 1938, la persécution systématique des Juifs allemands durait déjà depuis 5 ans. Plus de 400 décrets et réglementations avaient dépouillé les Juifs de leurs emplois, de leurs propriétés, de leurs droits civils et de leur liberté de mouvement. Le boycott du 1er avril 1933, la nuit des longs couteaux, les lois de Nuremberg de 1935, l'arianisation forcée des commerces juifs, tout cela était connu dans les chancelleries du monde occidental. Les journaux allemands publièrent ces mesures ouvertement. Les correspondants étrangers envoyaient des chroniques détaillées. Le représentant de l'Australie déclara à Évian que son pays n'avait pas de problème racial et qu'il ne souhaitait pas en importer un. Le représentant du Canada dit que son pays était prêt à accueillir des agriculteurs, mais que les Juifs urbains d'Allemagne et d'Autriche ne remplissaient pas les conditions requises. La France indiqua qu'elle avait déjà atteint son seuil de saturation en matière de réfugiés. La Grande-Bretagne maintint la Palestine fermée à l'immigration juive massive, invoquant des obligations envers la population arabe. Les États-Unis refusèrent d'augmenter leur quota d'immigration déjà fixé par la loi sur l'immigration de 1924. Le seul pays qui formula une offre concrète fut la République dominicaine, qui proposa d'admettre jusqu'à 100 000 réfugiés juifs sur son territoire, une proposition que de nombreux délégués accueillirent avec scepticisme et qui ne se matérialisa jamais pleinement, bien qu'environ 700 réfugiés juifs soient arrivés dans ce pays des Caraïbes entre 1940 et 1945. Adolf Hitler se prononça sur les résultats d'Évian le 12 septembre 1938, lors du congrès du parti à Nuremberg, soulignant avec une ironie calculée l'hypocrisie des démocraties qui pleuraient sur le sort des Juifs sans pour autant ouvrir leurs portes. Le mystère ne réside pas dans les discours d'Évian, il réside dans les archives consulaires qui s'ouvrirent des décennies plus tard. Les documents du département d'État américain montrent que le gouvernement Roosevelt lui-même s'assura que la conférence n'aurait aucun résultat contraignant avant même qu'elle ne commence. L'invitation que Roosevelt envoya aux pays participants comprenait une clause explicite les exemptant de toute obligation de modifier leurs lois d'immigration existantes. En d'autres termes, la conférence fut conçue pour afficher une préoccupation sans s'engager dans aucune action. Pourquoi ? Les historiens ont identifié plusieurs raisons entrelacées. La Grande Dépression avait engendré une peur massive du chômage dans les pays potentiellement accueillants et les immigrants étaient perçus comme des concurrents sur le marché du travail. L'antisémitisme dans les sociétés d'accueil n'était pas un phénomène marginal. Des sondages d'opinion aux États-Unis en 1938 montraient qu'une majorité significative des personnes interrogées s'opposait à l'admission de davantage de réfugiés juifs. Les institutions politiques démocratiques reflétaient ces attitudes populaires. Pour chaque juif qui réussit à quitter l'Allemagne avant la guerre, plusieurs tentèrent et échouèrent. Les documents requis pour obtenir un visa américain en 1938 comprenaient 5 copies du formulaire de demande, 2 copies de l'acte de naissance, un numéro de quota, des certificats de bonne conduite délivrés par la police allemande avec copie du dossier de police, des antécédents judiciaires, le dossier militaire et d'autres documents gouvernementaux.
Des déclarations sous serment notariées de garants citoyens américains, des justificatifs bancaires et une preuve de billets réservés à bord d'un navire. L'obtention de ces documents nécessitait du temps, de l'argent et un accès à des institutions allemandes qui persécutaient simultanément les demandeurs. Entre 1933 et 1939, environ 282 000 Juifs réussirent à émigrer d'Allemagne. Mais en 1939, il restait encore quelques 214 000 Juifs dans le pays, dont beaucoup ne purent ou ne voulurent pas partir à temps. La majorité d'entre eux ne survécut pas à la guerre. La question que les historiens n'ont pas réussi à trancher de façon définitive est de savoir si une réponse différente à Évian aurait changé le cours de l'histoire. Certains soutiennent que la réticence internationale convainquit le régime nazi que le monde n'agirait pas pour défendre les Juifs, ce qui facilita l'escalade vers l'extermination. D'autres affirment que la décision d'exterminer les Juifs européens ne dépendait pas de l'attitude du monde extérieur et qu'elle se serait produite de toute façon. La question demeure ouverte. Mystère 7, le Sonderkommando, les témoins qui n'auraient pas aidé survivre. Imaginez une salle souterraine en béton, avec des plafonds d'environ 3 mètres de hauteur, éclairés par des ampoules électriques protégées par un grillage métallique. Le sol est incliné vers un drain central, les murs sont gris, la température en hiver avoisine les 5 degrés. Au-dessus de la porte d'entrée, une pancarte en plusieurs langues indique « Bain et désinfection ». Telle est la description de l'intérieur de l'une des chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau, selon les témoignages recueillis par l'historien Shlomo Dragon, qui fut membre du Sonderkommando et déclara devant la commission polonaise d'investigation des crimes de guerre en 1945. Le Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau était un groupe de prisonniers juifs contraints par les SS à faire fonctionner le mécanisme de l'extermination de l'intérieur. Leur tâche comprenait guider les victimes vers les chambres à gaz, retirer les cadavres après le gazage, extraire les couronnes dentaires en or, couper les cheveux des femmes mortes avant la crémation et transporter les cendres. En échange de ce travail, ils recevaient légèrement plus de nourriture que le reste des prisonniers et vivaient dans des baraquements séparés. Tous les quelques mois, les SS les exécutaient et les remplaçaient par de nouveaux prisonniers afin de garantir qu'il n'y aurait pas de témoins à long terme. Le mystère du Sonderkommando comporte plusieurs dimensions que l'historiographie n'a pas encore entièrement élucidées. La première, certains membres du Sonderkommando réussirent à rédiger des témoignages et à les dissimuler à l'intérieur du périmètre du camp. En 1945, des ouvriers qui préparaient le terrain près des crématoires détruits découvrirent plusieurs récipients métalliques enterrés dans le sol. Ils contenaient des manuscrits rédigés par des membres du Sonderkommando, écrits en yiddish, en polonais et en grec. Les plus importants furent ceux de Zalmen Gradowski, un juif lituanien de Suwałki, arrivé à Auschwitz en décembre 1942, dont les notes, intitulées « Au cœur de l'enfer », fournissent le récit interne le plus détaillé des opérations des crématoires connues à ce jour. Comment ces hommes réussirent-ils à écrire, à conserver et à enterrer ces documents sous la surveillance constante des SS ? Il n'existe pas de réponse entièrement satisfaisante. La deuxième, le 7 octobre 1944, les membres du Sonderkommando affectés au crématoire 4 d'Auschwitz-Birkenau se révoltèrent. Ils avaient reçu l'information qu'ils seraient liquidés dans les jours suivants. Ils attaquèrent à leurs gardiens avec des outils, des explosifs artisanaux et des armes dérobées dans l'arsenal du camp. Ils incendièrent le crématoire. Plusieurs gardiens des SS furent tués. Environ 250 prisonniers réussirent à s'échapper du périmètre immédiat du crématoire. Tous furent repris et exécutés avant la fin de la journée. Comment obtinrent-ils les explosifs ? Le procès des membres du réseau de résistance d'Auschwitz tenu par les SS en décembre 1944 établit que 4 femmes juives travaillant dans l'usine d'armement Unionwerk, adjacente au camp, avaient dérobé de petites quantités de poudre à canon pendant des mois, en l'introduisant dans le camp dissimulé dans l'ourlet de leurs vêtements. Les 4 femmes, Rosa Robota, Esther Weichblum, Alla Gertner et Regina Saphirstein, furent torturées et exécutées publiquement le 6 janvier 1945, quelques semaines avant l'arrivée des forces soviétiques. La question que les archives ne permettent pas de trancher de façon définitive est de savoir si la révolte du Sonderkommando était coordonnée avec un réseau de résistance plus large à l'intérieur du camp.
Des indices laissent penser que oui, mais le degré exact de coordination et l'identité des autres personnes impliquées dans la planification ne fut jamais établi. Mystère 8, le plan Madagascar, la solution qui faillit se produire. En juin 1940, lorsque la Wehrmacht écrasa la France en 6 semaines et que l'armistice laissa aux mains allemandes le vaste empire colonial français, un groupe de fonctionnaires du Bureau des Affaires étrangères du Reich commença à développer sérieusement une proposition qui flottait depuis des années en marge de la politique antisémite européenne. Déporter tous les Juifs européens vers l'île de Madagascar dans l'océan Indien à quelques 400 km de la côte orientale de l'Afrique. Le plan Madagascar n'était pas une idée nouvelle. En 1937, la Pologne de l'entre-deux-guerres avait envoyé une commission sur l'île pour évaluer sa capacité à accueillir des immigrants juifs. La France avait envisagé l'idée dans les années 30. Mais c'est au cours de l'été 1940 que le plan prit des dimensions concrètes au sein de l'appareil du Troisième Reich. Le fonctionnaire qui rédigea le mémorandum le plus détaillé fut Franz Rademacher, chef du département des affaires juives du ministère des Affaires étrangères du Reich. Son document, daté de juillet 1940 et disponible aux archives fédérales allemandes, proposait que dans le cadre des conditions du traité de paix avec la France, l'Allemagne reçoive Madagascar et en fasse un territoire administré par les SS où seraient déportés 4 millions de Juifs européens. Le lieu serait contrôlé comme un mandat policier allemand. En pratique, une réserve permanente sous domination SS. Le plan Madagascar fut discuté lors de réunions de haut niveau incluant Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich. Hitler fut informé du projet et ne le rejeta apparemment pas. Les archives montrent qu'à l'été 1940, il existait au sein de l'appareil nazi une attente réelle que le plan pourrait être mis en œuvre. Pourquoi ne le fut-il pas? La réponse officielle de l'histoire est simple. La bataille d'Angleterre empêcha l'Allemagne de contrôler l'Atlantique et la Méditerranée, rendant impossible le transport de millions de personnes par voie maritime. Sans une défaite anglaise et sans la neutralité ou la capitulation américaine, le transfert massif était logistiquement irréalisable. En septembre 1940, lorsqu'il devint évident que la Luftwaffe ne parviendrait pas à briser la résistance britannique, le plan Madagascar fut informellement archivé. Le mystère historique réside dans ce que ce plan révèle sur la nature de la politique nazie envers les Juifs à ce moment précis. Si à l'été 1940 le régime envisageait encore sérieusement une solution de déportation massive, à quel moment exactement la pensée nazie pivota-t-elle vers l'extermination physique? Le plan Madagascar fut-il une véritable alternative au génocide, ou ne fut-il jamais qu'un échelon de plus dans une escalade qui devait toujours aboutir à la destruction? Christopher Browning, dans son analyse des documents de 1940, soutient que le plan Madagascar représentait une option que les dirigeants nazis considéraient légitimement avant que la guerre contre l'Union soviétique ne modifie radicalement le contexte. Mais Götz Ali, dans son ouvrage Hitler's Beneficiaries, 2005, suggère que même le plan Madagascar était, dans sa logique implicite, une condamnation à mort différée. L'île n'avait pas la capacité d'accueillir 4 millions de personnes sans infrastructure préalable, et les conditions que les SS auraient imposées sur ce territoire auraient garanti une mortalité massive. Le plan Madagascar ne fut jamais officiellement annulé. Il cessa simplement d'être mentionné dans les documents du Reich au cours de l'année 1941, à mesure que l'invasion de l'Union soviétique et les premières opérations d'extermination massive des Einsatzgruppen le rendirent obsolète. Le moment précis où il fut écarté comme option viable est l'une des lacunes que les archives ne permettent pas de dater avec précision. Mystère 9, le train qui continua de rouler, la logistique de l'extermination en pleine défaite militaire. La première semaine de juillet 1944, les forces soviétiques avaient pénétré profondément dans la ligne de défense allemande sur le front oriental. L'opération Bagration, lancée le 23 juin 1944, avait détruit le groupe d'armées Centre et ouvert une brèche de 400 km dans le front. L'Allemagne perdait la guerre de façon accélérée et visible. Cette même semaine de juillet 1944,
les trains de déportation de Hongrie arrivaient à Auschwitz-Birkenau avec une telle fréquence que le personnel du camp devait faire fonctionner les chambres à gaz et les crématoires 24 heures sur 24. Certains jours de ce mois, on estime que jusqu'à 10 000 personnes furent assassinées en l'espace de 24 heures. Voilà l'un des mystères les plus troublants de l'Holocauste d'un point de vue purement logistique et stratégique. Pourquoi le Reich consacra-t-il des ressources ferroviaires cruciales au transport de victimes vers les camps à un moment où chaque train, chaque voie ferrée, chaque locomotive était désespérément nécessaire à l'effort de guerre? L'historien Richard Evans, dans sa trilogie sur le Troisième Reich, documente que les déportations de Juifs hongrois en 1944 générèrent de véritables tensions au sein de l'appareil militaire allemand. Le commandant en chef de l'armée hongroise protesta parce que les trains de déportation entravaient les mouvements de troupes. Des membres de l'état-major allemand signalèrent que les voies ferrées utilisées pour transporter les Juifs vers Auschwitz étaient les mêmes que celles nécessaires pour renforcer le front oriental. Albert Speer, ministre de l'armement du Reich, évoqua dans ses mémoires les frictions bureaucratiques que le programme de déportation engendrait avec les besoins militaires. La réponse de l'historiographie est que, pour Hitler et pour Himmler, l'extermination des Juifs n'était pas un objectif secondaire subordonné à la victoire militaire. Elle était en elle-même l'un des objectifs centraux de la guerre, peut-être le plus central d'un point de vue idéologique. La solution finale n'était pas un instrument au service de la victoire. Dans la logique nazie, elle était une fin en soi. C'est pourquoi elle se poursuivit même lorsqu'elle compromettait la capacité de combat allemande. Mais ce que l'histoire n'a pas réussi à établir avec précision, c'est le processus concret de prise de décision au sein de l'appareil du Reich lorsque ces tensions se manifestaient. Existait-il des réunions où l'on discutait ouvertement de la priorité entre les trains de guerre et les trains d'extermination? Y eut-il des fonctionnaires qui arguèrent que les Juifs devraient être maintenus en vie comme main-d'œuvre esclave jusqu'à la fin de la guerre? Les archives montrent que ces tensions et ces arguments existèrent bel et bien, mais les documents qui enregistreraient les décisions finales à ce sujet sont fréquemment incomplets ou absents. Ce qui est bel et bien documenté, c'est le résultat. Entre mai et juillet 1944, environ 437 000 Juifs hongrois furent déportés à Auschwitz en à peine 8 semaines, selon l'un des rythmes de déportation les plus accélérés de toute l'histoire de l'Holocauste. L'amiral Miklós Horthy, régent de Hongrie, ordonna la suspension des déportations le 7 juillet 1944 sous la pression internationale combinée des gouvernements neutres et du pape Pie XII. Les déportations depuis Budapest, qui auraient touché quelques 200 000 Juifs supplémentaires, ne se produisirent jamais à cette échelle. Qu'aurait-il pu se passer si Horthy avait agi un mois plus tôt? Il n'existe pas de réponse scientifique à cette question. Mystère 9, le train qui a continué de rouler, la logistique de l'extermination en pleine défaite militaire. La première semaine de juillet 1944, les forces soviétiques avaient profondément pénétré la ligne de défense allemande sur le front oriental. L'opération Bagration, lancée le 23 juin 1944, avait détruit le groupe d'armées centre et ouvert une brèche de 400 km sur le front. L'Allemagne perdait la guerre de façon accélérée et visible. Cette même semaine de juillet 1944, les trains de déportation en provenance de Hongrie arrivaient à Auschwitz-Birkenau, avec une telle fréquence que le personnel du camp devait faire fonctionner les chambres à gaz et les crématoires 24 heures sur 24. Certains jours de ce mois, on estime que jusqu'à 10 000 personnes furent assassinées en l'espace de 24 heures. C'est l'un des mystères les plus troublants de l'Holocauste d'un point de vue purement logistique et stratégique. Pourquoi le Reich consacra-t-il des ressources ferroviaires cruciales au transport des victimes vers les camps à un moment où chaque train, chaque voie, chaque locomotive était désespérément nécessaire à l'effort de guerre? L'historien Richard Evans, dans sa trilogie sur le Troisième Reich, documente que les déportations de Juifs hongrois en 1944 générèrent de réelles tensions au sein de l'appareil militaire allemand. Le commandant en chef de l'armée hongroise protesta parce que les trains de déportation entravaient les mouvements de troupes. Des membres de l'état-major allemand firent remarquer que les voies ferrées utilisées pour transporter les Juifs à Auschwitz étaient les mêmes que celles nécessaires pour renforcer le front oriental.
Albert Speer, ministre de l'armement du Reich, mentionna dans ses mémoires les frictions bureaucratiques que le programme de déportation engendrait avec les besoins militaires. La réponse de l'historiographie est que pour Hitler et pour Himmler, l'extermination des Juifs n'était pas un objectif secondaire subordonné à la victoire militaire. Elle était en elle-même l'un des objectifs centraux de la guerre, peut-être le plus central d'un point de vue idéologique. La solution finale n'était pas un instrument au service de la victoire. Dans la logique nazie, elle était une fin en soi. C'est pourquoi elle se poursuivit même lorsqu'elle compromettait la capacité de combat allemande. Mais ce que l'histoire n'a pas pu établir avec précision, c'est le processus concret de prise de décision au sein de l'appareil du Reich lorsque ces tensions se manifestaient. Existait-il des réunions où l'on discutait ouvertement de la priorité à accorder aux trains de guerre par rapport aux trains d'extermination ? Y eut-il des fonctionnaires qui soutinrent que les Juifs devraient être maintenus en vie comme main-d'œuvre esclave jusqu'à la fin de la guerre ? Les archives montrent que ces tensions et ces arguments existèrent bel et bien, mais les documents qui enregistreraient les décisions finales à ce sujet sont fréquemment incomplets ou absents. Ce qui est documenté, en revanche, c'est le résultat. Entre mai et juillet 1944, environ 437 000 Juifs hongrois furent déportés à Auschwitz en à peine 8 semaines, selon l'un des rythmes de déportation les plus accélérés de toute l'histoire de l'Holocauste. L'amiral Miklos Horthy, régent de Hongrie, ordonna la suspension des déportations le 7 juillet 1944 sous la pression internationale combinée des gouvernements neutres et du pape Pie XII. Les déportations depuis Budapest, qui auraient touché quelques 200 000 Juifs supplémentaires, ne se produisirent jamais à cette échelle. Qu'aurait-il advenu si Horthy avait agi un mois plus tôt ? Il n'existe pas de réponse scientifique à cette question. Mystère 11, les chambres à gaz, le crime que les SS tentèrent d'effacer. Le 25 novembre 1944, des unités des SS commencèrent à démolir les chambres à gaz et les crématoires d'Auschwitz-Birkenau. L'ordre venait du Reichsführer SS Heinrich Himmler lui-même, qui avait décidé de mettre fin aux opérations d'extermination tandis que les armées soviétiques avançaient vers l'est de la Pologne. Dans les semaines qui suivirent, des équipes de travail forcé démontèrent des machines, firent sauter des structures et dispersèrent ou enterrèrent les restes. Lorsque les troupes soviétiques du premier front ukrainien libérèrent le complexe le 27 janvier 1945, elles trouvèrent des ruines. Et pourtant, les ruines parlèrent. La controverse technique sur les chambres à gaz d'Auschwitz commença des décennies après la guerre, alimentée par des négationnistes historiques qui soutenaient que la technologie décrite par les survivants était physiquement impossible ou incompatible avec les vestiges matériels retrouvés sur le site. La réponse scientifique fut l'enquête forensique réalisée en 1994 par l'Institut für Zeitgeschichte de Munich et, plus largement, par l'expert forensique Fred Leuchter en 1988 et son discrédit ultérieur détaillé par le chimiste James Roth et l'historien Robert Jan van Pelt. Van Pelt, architecte et historien de l'université de Waterloo, passa plus d'une décennie à analyser les plans de construction originaux de Birkenau, conservés dans les archives du Bauminspekteur der Waffen-SS und Polizei Auschwitz et à reconstituer l'histoire architecturale des crématoires 2, 3, 4 et 5. Son ouvrage « The Case for Auschwitz » 2002 établit que les documents de construction, les factures de matériaux et les témoignages des ingénieurs qui participèrent à la construction sont cohérents entre eux et avec les preuves forensiques disponibles. Le mystère qui demeure n'est pas de savoir si les chambres à gaz ont existé. Les preuves provenant de multiples sources indépendantes sont irréfutables. Le mystère est de savoir de quelle manière exacte fonctionnaient les différentes installations, avec quelle capacité réelle elles opéraient à leur niveau maximal, et combien de personnes moururent dans chaque crématoire spécifique durant des périodes précises. Les documents de construction des crématoires spécifiaient des capacités nominales d'incinération qui, selon les témoignages du Sonderkommando et les calculs des enquêteurs du tribunal de Nuremberg, étaient fréquemment dépassées lors des déportations hongroises de 1944. La manière dont le personnel du camp géra cet excès de capacité, les improvisations techniques qui furent appliquées et la façon dont celles-ci affectent les calculs totaux de victimes
sont des questions que les archives partiellement détruites ne permettent pas de trancher avec une exactitude mathématique. Le nombre total de victimes d'Auschwitz-Birkenau, établi à environ 1 million de personnes par le Centre de recherche historique de l'État d'Auschwitz, demeure le plus accepté par les historiens. Mais la méthodologie pour parvenir à ce chiffre, le poids relatif des différentes sources documentaires et testimoniales, ainsi que les marges d'incertitude font l'objet de débats actifs au sein de la communauté académique. Mystère 12, le capot, la psychologie de la collaboration forcée. Dans les camps de concentration et d'extermination nazis, la structure du contrôle interne reposait sur une hiérarchie de prisonniers qui exerçaient une autorité sur d'autres prisonniers sous la supervision des SS. On les appelait capos, un terme d'origine incertaine que certains historiens font dériver de l'italien capo, chef, et d'autres de l'abréviation allemande de Kameradschaftspolizei, police de camaraderie. Ils disposaient de pouvoirs réels et étendus sur les équipes de travail qu'ils supervisaient. Ils pouvaient frapper, ils pouvaient priver de nourriture, ils pouvaient, dans certains cas, déterminer qui serait envoyé à la prochaine sélection. Le problème moral et psychologique du capot est l'un des plus persistants de la littérature sur l'Holocauste, et il demeure sans résolution satisfaisante sous de multiples perspectives, juridiques, psychologiques et historiques. Primo Levi, chimiste et écrivain italien qui survécut à Auschwitz, et dont l'œuvre « Si c'est un homme » 1947 devint l'un des documents les plus importants sur l'expérience du camp, consacra un essai intitulé « La zone grise » dans son livre « Les naufragés et les rescapés » 1986, spécifiquement à ce problème. Lévy soutenait que la structure des camps avait été délibérément conçue pour créer des zones de complicité entre les victimes, brouillant la frontière entre bourreaux et victimes et rendant plus difficile tant la résistance que le jugement moral ultérieur. Plus un homme est dépourvu de ressources, écrivit Lévy dans cet essai, plus grande est la tentation de s'accrocher aux ressources qui restent, fût-ce aux dépens des autres. Ce que les archives judiciaires d'après-guerre révèlent, c'est que les capots furent jugés de manière très différente selon les pays et les tribunaux. Dans certains procès tenus dans la zone d'occupation américaine en Allemagne, d'anciens capos furent condamnés. Dans d'autres, les mêmes chefs d'accusation furent rejetés au motif qu'ils agissaient sous la contrainte. Les tribunaux israéliens appliquant la loi de châtiment des nazis et de leurs collaborateurs de 1950 furent confrontés à des affaires extraordinairement complexes dans lesquelles des survivants accusaient d'autres survivants d'avoir causé du tort sous la coercition des SS. Le mystère psychologique profond est le suivant. À quel moment la collaboration forcée sous menace de mort cesse-t-elle d'être une forme de survie pour devenir une perpétration active ? La réponse de la psychologie clinique à cette question, selon l'analyse de James Waller dans Becoming Evil, est qu'il n'existe pas de point unique clairement définissable. Le processus est graduel, situationnel et profondément individuel. Les archives de Yad Vashem contiennent des témoignages de survivants qui décrivirent des capos ayant utilisé leur position pour protéger des prisonniers plus vulnérables lorsqu'ils pouvaient le faire sans risque pour eux-mêmes, et des capos qui abusèrent de leur autorité avec une violence dépassant de loin ce que les SS exigeaient. Ces deux types de comportements coexistèrent au sein d'un même système. Mystère 13. La résistance du ghetto de Varsovie. Que savait le monde et quand le sut-il ? Le 19 avril 1943, lorsque des colonnes de troupes SS sous le commandement du SS-Brigadeführer Jürgen Stroop pénétrèrent dans le ghetto de Varsovie pour liquider ses quelques 55 000 habitants restants, ils les trouvèrent en train de résister. De jeunes combattants de l'organisation juive de combat, GOB, Żydowska Organizacja Bojowa, sous le commandement du commandant Mordechai Anielewicz, âgé de 23 ans, lancèrent des grenades à main et des cocktails Molotov contre les chars allemands depuis des fenêtres et des sous-sols. Les combattants disposaient de pistolets, de fusils, de 2 mitrailleuses légères et d'explosifs improvisés. Stroop, qui avait prévu de liquider le ghetto en 3 jours, mit 27 jours à l'écraser. Le 16 mai 1943, il fit sauter la grande synagogue de Varsovie en signe symbolique de la fin de la résistance. Le combat dans le ghetto de Varsovie est aujourd'hui largement connu. Ce qui demeure mystérieux, c'est la question de ce que les Alliés savaient sur ce qui se passait à l'intérieur du ghetto et dans les camps d'extermination et quand ils le surent. Le rapport Witold,
élaboré par l'officier de renseignement polonais Witold Pilecki, qui s'infiltra volontairement à Auschwitz en septembre 1940, fut transmis au gouvernement polonais en exil et britannique tout au long de 1941 et 1942. Le rapport décrivait en détail les conditions du camp, les opérations d'extermination et le nombre de victimes. Les archives britanniques déclassifiées dans les années 90 montrent que le gouvernement de Churchill reçut des informations détaillées sur l'extermination systématique des Juifs européens depuis au moins l'automne 1941, grâce aux interceptions du code Enigma déchiffré par la station Bletchley Park. Le gouvernement américain reçut des informations similaires par de multiples canaux. Le 2 août 1942, Gerhard Rigner, représentant du Congrès juif mondial à Genève, envoya un télégramme au département d'État contenant des informations détaillées sur le plan d'extermination. Le département d'État supprima initialement l'information et mit des mois à la transmettre aux destinataires originaux. Le 17 décembre 1942, les gouvernements alliés publièrent une déclaration commune condamnant l'extermination des Juifs européens. Ce fut la première confirmation officielle publique de ce qui se passait. À cette date, plus de 2 millions de Juifs avaient déjà été assassinés. Pourquoi n'agit-on pas plus tôt? Pourquoi ne bombarda-t-on pas les voies ferrées menant à Auschwitz? Une mesure que le comité de sauvetage juif demanda formellement au gouvernement américain en 1944. Le secrétaire à la guerre Henry Stimson répondit que bombarder les chemins de fer serait un détournement inapproprié de ressources au détriment des efforts de combat essentiels. Des recherches ultérieures ont démontré que des avions de la 15e force aérienne américaine bombardèrent des installations industrielles à quelques kilomètres de Birkenau en août 1944, ce qui signifie qu'il était techniquement possible d'atteindre les voies ferrées ou les installations du camp. Ce que les archives ne révèlent toujours pas avec précision, c'est le processus interne de prise de décision par lequel cette option fut écartée. Quels arguments furent avancés, quels fonctionnaires les appuyèrent, et si la question du sauvetage des Juifs fut seulement prise au sérieux comme priorité stratégique ou rejetée d'emblée. Mystère 14. Le docteur mort, Joseph Mengele et les expériences sans science. Le 30 mai 1943, Joseph Mengele, SS Hauptsturmführer et médecin diplômé de l'Université de Francfort avec 2 doctorats, l'un en médecine et l'autre en anthropologie physique, arriva à Auschwitz-Birkenau en tant que médecin de camp. Il avait 32 ans. Au cours des 20 mois suivants, il devint le plus célèbre des médecins qui effectuèrent des sélections sur le quai d'arrivée du camp, envoyant les nouveaux arrivants directement aux chambres à gaz ou à l'intérieur du camp pour le travail forcé. Ce qui fait de Mengele un mystère scientifique et pas seulement un criminel de guerre, ce sont ses expériences. Mengele utilisa des prisonniers du camp comme sujet de recherche portant sur des jumeaux, des nains, des personnes présentant des anomalies physiques, ainsi que des études sur le changement de couleur des yeux par injection de substances chimiques directement dans la cornée. Les jumeaux furent son obsession principale. Dans un camp recevant des milliers d'arrivants quotidiens, Mengele avait pour instruction de mettre de côté tous les jumeaux qu'il repérait lors des sélections. On estime qu'il expérimenta sur au moins 1500 paires de jumeaux à Auschwitz, dont environ 200 personnes survécurent. Le mystère scientifique est double. Premièrement, la recherche de Mengele était méthodologiquement si déficiente qu'elle n'avait pratiquement aucune valeur scientifique. Les contrôles expérimentaux étaient inexistants, les registres incomplets, les procédures incohérentes. L'Institut Kaiser Wilhelm de génétique à Berlin, qui recevait des échantillons biologiques envoyés par Mengele depuis Auschwitz et pour lequel il travaillait théoriquement, ne produisit aucun résultat scientifique significatif à partir de ces échantillons. La question que les historiens des sciences ont posée est la suivante. Mengele faisait-il de la science de manière authentique, bien que criminelle, ou utilisait-il le cadre de la recherche scientifique comme couverture pour satisfaire des pulsions d'une toute autre nature? Deuxièmement, Mengele s'échappa d'Europe en 1949, arriva en Argentine sous le faux nom de Helmut Gregor et vécut librement à Buenos Aires pendant des années avant de se déplacer au Paraguay puis au Brésil, où il mourut en 1979 dans un accident de natation.
Pendant des décennies, l'organisation israélienne de chasse aux nazis, dirigée par Simon Wiesenthal, le Mossad israélien et les procureurs allemands recherchèrent Mengele sans parvenir à le localiser. Comment réussit-il à échapper à toute arrestation pendant 30 ans, alors que son identité en tant que criminel de guerre était largement connue? L'enquête menée après l'identification de ses restes en 1985 révéla que Mengele avait vécu avec une relative normalité au Brésil sous le nom de Wolfgang Gerhard. Protégé par des réseaux de sympathisants nazis en Amérique du Sud et par l'indifférence active de certains gouvernements locaux. Les archives brésiliennes et argentines sur les réseaux d'évasion nazis, connus sous le nom de Ratlin, ne sont toujours pas entièrement déclassifiées. Mystère 15, le silence du Vatican, Pie XII et l'Holocauste. Le 12 mars 1939, Eugenio Pacelli fut élu pape sous le nom de Pie XII. C'était l'un des diplomates les plus expérimentés du Saint-Siège. Il avait été nonce apostolique à Munich et à Berlin entre 1917 et 1929 et connaissait l'Allemagne et le nazisme de première main. Durant son pontificat, qui s'étendit jusqu'en 1958, il fut le chef de l'institution morale la plus influente d'Europe occidentale, au moment où se commettait le plus grand crime de l'histoire moderne. Le débat sur l'attitude de Pie XII face à l'Holocauste est l'un des plus vifs de l'historiographie contemporaine, et ses dimensions dépassent le domaine de l'histoire pour toucher à la théologie, à la diplomatie et à l'éthique institutionnelle. Les faits fondamentaux sont clairs. Pie XII ne condamna jamais publiquement et nommément l'extermination des Juifs européens. Dans son message de Noël de 1942, alors qu'il lui était impossible d'ignorer ce qui se passait dans les camps, il évoqua les victimes de la guerre comme des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, et parfois seulement en raison de leur nationalité ou de leur race, ont été condamnées à mort ou à un lent dépérissement. La formule est délibérément vague. Elle ne dit pas « juif », elle ne dit pas « Allemagne », elle ne dit pas « camp d'extermination ». Les défenseurs de Pie XII, dont le chef de file dans le monde académique est l'historien jésuite Pierre Blett et l'historien américain Ronald Richlack, soutiennent que le pape œuvra en silence pour sauver autant de juifs que possible, que la diplomatie silencieuse était plus efficace que la condamnation publique, et qu'une dénonciation explicite aurait pu provoquer des représailles nazies contre les juifs baptisés et contre les réfugiés cachés dans des institutions ecclésiastiques à Rome et ailleurs. Les critiques, parmi lesquels l'historien John Cornwell dans Hitler's Pope 1999 et Gary Wills dans plusieurs essais, soutiennent que le silence de Pie XII fut fondamentalement motivé par l'anticommunisme. Le pape craignait l'Union soviétique plus que le nazisme et plaça la survie institutionnelle de l'Église avant la condamnation morale de l'extermination. En octobre 1943, lorsque les nazis entreprirent la déportation des Juifs de Rome, environ 1000 Juifs furent arrêtés à quelques rues du Vatican et déportés à Auschwitz, dont 16 seulement survivraient. Le pape n'intervint pas publiquement. Cependant, les institutions ecclésiastiques de Rome et le Vatican lui-même cachèrent entre 3000 et 4000 Juifs pendant l'occupation allemande. Le mystère central est de savoir si une condamnation publique explicite de Pie XII aurait changé quoi que ce soit. Les archives vaticanes de la période 1939 à 1958 furent partiellement ouvertes aux chercheurs en mars 2020. Les historiens qui y ont eu accès jusqu'à présent décrivent un tableau d'informations complète au sein du Saint-Siège sur l'extermination associée à une politique délibérée de non-intervention publique directe. La question de ce qu'une condamnation explicite aurait pu changer demeure dans le domaine de la spéculation historique. Mystère 16, le projet Odessa. Combien de nazis s'échappèrent et comment? Dans les années qui suivirent immédiatement la guerre, un réseau d'évasion connu populairement sous le nom d'Odessa, selon certains chercheurs, acronyme de Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, organisation des anciens membres des SS, aurait aidé des criminels de guerre nazis à fuir l'Europe vers l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient par des routes d'évasion appelées Ratlin. La plus utilisée passait par l'Italie et l'Espagne, en tirant parti de la collaboration de secteurs de l'Église catholique italienne et de la protection du régime de Francisco Franco.
Le degré d'organisation et l'existence même d'Odessa en tant qu'entité formelle ont été débattus par les historiens. Simon Wiesenthal, qui consacra sa vie à la traque des criminels de guerre nazis, affirma avoir trouvé des preuves de l'organisation au cours de multiples enquêtes. L'historien allemand Gerald Steinacher, dans son ouvrage Nazi on the Run, 2011, fondé sur les archives de la Commission des réfugiés des Nations Unies, UNNRRA, du Comité international de la Croix-Rouge et de multiples archives nationales, soutient qu'il n'exista pas d'organisation centrale unique appelée Odessa, mais un réseau informel de réseaux divers coordonnés par d'anciens membres des SS et, dans certains cas, facilité par le chaos administratif de la période d'après-guerre. Ce que les archives démontrent clairement, en revanche, c'est que des milliers de criminels de guerre nazis franchirent des frontières à l'aide de documents falsifiés fournis par des organisations religieuses, notamment par l'intermédiaire de l'évêque autrichien Alois Udal à Rome, qui admit ouvertement dans ses mémoires publiées en 1976 avoir aidé d'anciens membres des SS à s'échapper. Le Comité international de la Croix-Rouge délivra par inadvertance des milliers de documents de voyage à des personnes utilisant de fausses identités entre 1945 et 1950, une erreur institutionnelle que l'organisation elle-même a reconnue. Parmi les criminels qui s'échappèrent par ces routes figurent des noms que l'histoire a érigés en synonymes de l'horreur. Joseph Mengele, déjà mentionné, Adolf Eichmann, capturé par le Mossad à Buenos Aires en 1960 et exécuté en Israël en 1962. Franz Stangl, commandant des camps d'extermination de Sobibor et de Treblinka, capturé au Brésil en 1967 et condamné à la réclusion à perpétuité en Allemagne de l'Ouest. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, chef de la Gestapo dans la ville française pendant l'occupation, retrouvé en Bolivie en 1971 et extradé en France en 1983, où il fut condamné à la réclusion à perpétuité. Combien de criminels s'échappèrent au total ? Les estimations varient considérablement, de plusieurs centaines à plusieurs milliers, selon la définition retenue pour le terme « criminel de guerre ». Ce que les archives ne permettent pas d'établir, c'est le nombre exact ni le degré de coordination entre les différents réseaux d'évasion. Le mystère persiste dans toute la précision de ses dimensions. Mystère 17. La psychologie des bourreaux. Comment agit-on comme si de rien n'était ? Après le massacre de Babi Yar en septembre 1941, le commandant de l'Einsatzgruppe C emmena ses hommes à un concert à Kiev. D'autres témoignages de bourreaux recueillis par les enquêteurs du tribunal de Nuremberg et de manière plus systématique par l'historien Harald Welzer dans son ouvrage Täter, Bourreaux, 2005, décrivent des hommes qui participaient à des fusillades massives le matin et passaient leur soirée à écrire des lettres à leur famille, à jouer de la musique ou à lire. Cette compartimentation psychologique est l'un des phénomènes les plus troublants que la psychologie clinique ait tenté d'expliquer sans y parvenir complètement. Le psychologue Robert Lifton, dans son ouvrage « The Nazi Doctors » 1986, fondé sur des entretiens avec des médecins ayant participé au programme d'euthanasie et aux sélections d'Auschwitz, développa le concept de dédoublement, doubling, la capacité d'un individu à développer deux identités fonctionnelles distinctes, l'une qui commet le crime et l'autre qui continue à fonctionner en tant que père, époux, collègue. Ce dédoublement ne serait pas un trouble dissociatif clinique, mais une adaptation psychologique active à un environnement extrême. Ce que la psychologie ne peut pas expliquer avec précision, c'est pourquoi chez certains individus, ce processus s'opérait avec une telle efficacité qu'il ne laissait aucune trace détectable de conflit intérieur. Les bourreaux qui rédigèrent des mémoires ou des journaux intimes n'y expriment que rarement une culpabilité contemporaine. Leurs écrits, lorsqu'ils traitent des opérations d'extermination, emploient le même langage bureaucratique neutre que leurs rapports officiels. Les documents contemporains ne fournissent aucune preuve que la majorité des bourreaux vivaient dans un état de tension psychologique significative pendant qu'ils commettaient leurs crimes. Harald Welzer propose que cela tient au fait que les bourreaux ne vivaient pas l'extermination comme un crime à l'intérieur de leur propre cadre de référence. Ils évoluaient au sein d'un système de valeurs dans lequel l'extermination des Juifs était présentée comme une tâche nécessaire, voire héroïque. La culpabilité requiert la perception d'une transgression,
Et si le cadre normatif de l'individu ne définit pas l'action comme une transgression, la culpabilité ne s'active pas. Cette explication est intellectuellement cohérente, mais elle laisse ouverte la question la plus profonde. Comment est-il possible qu'un système de valeurs alternatives d'une telle ampleur, capable de supprimer les inhibitions morales les plus fondamentales contre le meurtre d'enfants, se soit installé chez des individus qui avaient été socialisés dans une culture européenne dotée de traditions juridiques, religieuses et philosophiques millénaires? La rapidité de cette transformation, accomplie en une seule génération d'Allemands, demeure l'un des mystères les plus troublants de l'histoire du XXe siècle. Mystère 18, les archives fermées. Que reste-t-il encore à révéler? Le 18 avril 2006, les archives du Service international de recherche de Bad Arolsen, en Allemagne, furent formellement ouvertes aux chercheurs. Le centre, administré pendant des décennies par la Croix-Rouge internationale, contenait environ 30 millions de documents sur les victimes du nazisme, notamment des registres de camps de concentration, des listes de déportés, des documents sur le travail forcé et des actes de décès. Son ouverture fut considérée comme l'une des avancées les plus importantes dans la recherche sur l'Holocauste des dernières décennies. Cependant, toutes les archives pertinentes ne sont pas ouvertes. Les archives du Vatican pour la période 1939 à 1958 furent partiellement ouvertes en 2020. Mais les chercheurs qui y ont eu accès signalent que l'ouverture est incomplète. Certains fonds demeurent restreints. Et le processus de catalogage est si lent que de nombreux documents ne seront accessibles que dans plusieurs années. Les archives du KGB et de ses successeurs russes contiennent une documentation sur les crimes commis sur le territoire de l'Union soviétique qui n'a pas encore été intégralement transférée aux archives nationales des pays concernés. Des chercheurs ayant étudié les archives partiellement disponibles en Ukraine, dans les pays baltes et en Biélorussie signalent d'immenses lacunes dans la documentation des Einsatzgruppen et des massacres locaux. Les archives de plusieurs pays latino-américains sur les réseaux d'évasion nazis et les réfugiés d'après-guerre ne sont disponibles que partiellement. L'Argentine ouvrit ses archives sur l'immigration de criminels de guerre dans les années 1990, révélant que le gouvernement de Juan Domingo Perón avait activement facilité l'arrivée d'anciens nazis connus. Mais d'autres pays de la région n'ont pas procédé à des ouvertures équivalentes. Que pourrait changer à notre connaissance de l'Holocauste la mise à disposition complète de toutes les archives pertinentes? Les historiens ayant travaillé avec les archives partielles identifient plusieurs domaines où la documentation incomplète crée des lacunes significatives. Les processus de prise de décision aux échelons intermédiaires de la bureaucratie nazie, la participation de collaborateurs locaux dans les pays occupés et les communications entre le régime nazi et ses alliés et partenaires sur la mise en œuvre de la solution finale. L'archive la plus mystérieuse de toutes est peut-être celle qui n'existe pas. Les preuves documentaires de la période de planification de l'extermination sont extraordinairement rares pour l'institution la plus bureaucratique du XXe siècle. Si une documentation centrale sur les décisions les plus fondamentales du génocide a existé, elle fut détruite de manière systématique. Et si une telle documentation n'a jamais existé, cela implique que le plus grand crime de l'histoire moderne fut planifié et exécuté en grande partie à travers des communications orales dont la reconstitution dépend exclusivement des témoignages des bourreaux, dont beaucoup avaient de puissantes raisons de mentir ou de se taire. Mystère 19. Les enfants de Mengele, une cicatrice que la science ne peut pas mesurer. Des quelques 1500 paires de jumeaux que Joseph Mengele utilisa dans ses expériences à Auschwitz-Birkenau, environ 200 personnes survécurent, pour la plupart des enfants. La directrice de l'organisation Candles, Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivor, Eva Moses-Kor, qui arriva à Auschwitz avec sa sœur jumelle Myriam en mai 1944, alors qu'elles avaient 10 ans, consacra des décennies de sa vie adulte à documenter les cas de survivants et à comprendre quelles expériences avaient été réalisées sur leur corps. Le problème est que beaucoup de victimes ne savent pas exactement ce qu'on leur a fait. Mengele utilisait des seringues au contenu non identifié qu'il injectait directement dans les yeux, le cœur, les poumons et d'autres organes, sans anesthésie. Il effectuait des transfusions sanguines entre frères et sœurs jumeaux. Il soumettait les enfants à une exposition extrême à la chaleur et au froid. Il extirpait des organes. Il pratiquait des chirurgies sans anesthésie.
Il prenait des mesures corporelles exhaustives sur des sujets vivants et, lorsque l'un des jumeaux mourait, il tuait immédiatement l'autre afin de pouvoir procéder simultanément à l'autopsie comparative. Les dossiers médicaux de ces expériences disparurent avec Mengele lorsqu'il s'enfuit en 1945. On pense qu'il emporta ses cahiers de laboratoire avec lui. Lorsque Mengele mourut au Brésil en 1979, ses documents personnels furent pris en charge par la famille Bosser qui l'avait hébergé. Lors de l'exhumation de ses restes en 1985 aux fins d'identification médico-légale, les documents personnels disponibles ne comprenaient pas les registres expérimentaux d'Auschwitz. Où sont ces registres? Il est possible que Mengele les ait détruits avant de mourir. Il est possible qu'ils se trouvent entre les mains de membres de sa famille ou de personnes qui les ont délibérément dissimulés. En 1985, la famille de Mengele à Günzburg, en Bavière, révéla aux enquêteurs l'existence de plusieurs malles contenant des documents qu'ils avaient conservés pendant des décennies. Ces documents furent analysés par les autorités allemandes et confirmèrent l'identité de Mengele, mais ne contenaient pas les registres des expériences d'Auschwitz. Des survivantes, comme Eva Moses-Kor et Myriam, qui souffrirent de lésions rénales que les médecins attribuèrent aux expériences de Mengele, passèrent des décennies à tenter d'obtenir des soins médicaux pour des affections dont la cause précise était inconnue, faute de registre. Myriam Kor mourut en 1993 d'un cancer de la vessie que son médecin israélien considéra comme pouvant être lié aux expériences. Il ne fut pas possible d'établir un lien de causalité scientifique sans les registres de laboratoire. Le préjudice que Mengele causa à ses victimes survivantes constitue l'une des rares catégories de crimes de l'Holocauste où la science médico-légale et médicale ne peut pas clore le dossier. Non parce que les témoignages manquent, mais parce que les bourreaux détruisirent délibérément la documentation qui aurait permis d'évaluer l'étendue du dommage. Mystère 20, les chiffres du silence. Combien furent-ils en réalité? 6 millions. Le chiffre est si connu qu'il est devenu une part du langage culturel de la seconde moitié du XXe siècle. C'est le nombre accepté par le Centre de ressources sur l'Holocauste du Musée commémoratif de l'Holocauste des États-Unis à Washington, par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, par les tribunaux de Nuremberg et par la communauté historique internationale. Mais le mystère statistique de l'Holocauste est plus profond que ce chiffre apparemment définitif ne le suggère. Le problème central est que l'extermination fut conçue pour ne laisser aucune trace comptable. Les Einsatzgruppen brûlèrent certains de leurs registres avant de se retirer. Les camps d'extermination de Bauschek, Sobibor et Treblinka furent démantelés, leurs terrains labourés et replantés de végétation. Les SS détruisirent les archives d'Auschwitz avant l'arrivée des Soviétiques. L'opération 1005, dont le but était d'exhumer et de brûler les cadavres des fosses communes, élimina les preuves médico-légales directes d'un nombre indéterminé de massacres. Ce dont les historiens disposent pour reconstituer le nombre de victimes est le suivant. Les registres incomplets de certains camps, les rapports des Einsatzgruppen qui survécurent, pas tous, les registres de déportation de plusieurs pays, les recensements de la population juive de 1939 comparés à ceux de 1945, ainsi que les témoignages de survivants et de bourreaux. Raoul Hilberg, dont l'ouvrage The Destruction of the European Jews, 1961, révisé en 1985 et 2003, constitue la recherche statistique la plus exhaustive disponible, parvint à un chiffre d'environ 5,1 millions à travers une analyse source par source. Yad Vashem a travaillé pendant des décennies sur le projet de collecte des pages du témoignage, DAF-ED, cherchant à documenter les noms individuels de chaque victime identifiable. Jusqu'en 2023, l'Institut avait documenté environ 4,8 millions de noms individuels, l'objectif final étant de documenter les 6 millions. Pourquoi existe-t-il des écarts entre les différentes estimations? En partie parce que les sources documentaires varient considérablement en qualité selon les régions. Les registres de déportation des Pays-Bas sont exceptionnellement complets. Ceux des massacres des Einsatzgruppen sur le territoire soviétique sont fragmentaires. En partie aussi parce que les critères définissant qui comptent comme victimes de l'Holocauste varient selon les chercheurs. N'inclut-on que ceux assassinés par les nazis en raison de leur appartenance juive, ou également ceux qui moururent dans les ghettos de faim et de maladies délibérément créés?
ou encore ceux qui périrent lors des marches de la mort. Le chiffre de 6 millions, bien que largement accepté, comporte des marges d'incertitude que les historiens reconnaissent. La fourchette raisonnablement établie par la recherche académique va d'environ 5,1 millions à 6 millions de personnes, avec certaines estimations plus élevées. Aucun chiffre à l'intérieur de cette fourchette ne modifie la nature morale ou historique du crime. Mais l'impossibilité d'établir un nombre exact est en elle-même une composante du crime. La destruction des preuves fut un élément délibéré de l'extermination. Dans le quartier de Wannsee, où 15 hommes discutèrent pendant 90 minutes du plan visant à tuer 11 millions de personnes, il existe aujourd'hui un musée mémorial. Le procès-verbal de la conférence survécut parce qu'un exemplaire fut retrouvé dans les archives du ministère allemand des Affaires étrangères en 1947. Des 15 copies originales distribuées aux participants, une seule fut retrouvée. Les 14 autres n'ont jamais réapparu. Quelqu'un les détruisit. Quelqu'un savait exactement ce qu'elles signifiaient. Ce que l'histoire doit à ce qu'elle ne peut pas expliquer. L'Holocauste est, paradoxalement, l'événement historique à la fois le plus documenté et le plus inexplicable de la modernité. Nous disposons des procès-verbaux de Wannsee, des rapports des Einsatzgruppen, des plans de construction des crématoires, des registres de déportation, des témoignages des survivants et des témoignages des bourreaux. Et pourtant, les questions centrales sur la façon dont cela fut possible, sur qui prit les décisions définitives, sur la manière dont des individus ordinaires devinrent des meurtriers de masse et sur le nombre exact de personnes qui moururent, demeurent sans réponse pleinement satisfaisante. Cette impossibilité d'une clôture totale n'est pas un échec de l'histoire, c'est en un certain sens un témoignage de l'ampleur du crime. Le régime nazi détruisit systématiquement les preuves de ses actes, non seulement les cadavres et les documents, mais aussi les structures cognitives qui permettraient à la postérité de comprendre de l'intérieur ce qui s'était passé. Que nous puissions reconstruire autant que nous l'avons fait est le fruit du travail de générations d'historiens, d'archéologues médico-légaux, de psychologues, de juristes et, avant tout, des survivants qui eurent le courage de témoigner. Primo Levi écrivit dans le dernier paragraphe de « Si c'est un homme, ce n'est pas nous qui devons rendre des comptes ». Il avait raison. Les comptes sont dus par les bourreaux et les complices, par ceux qui détournèrent le regard et par ceux qui agirent. Mais l'obligation de poser des questions, même en l'absence de réponse complète, est la nôtre. Car les mystères de l'Holocauste ne sont pas des énigmes académiques, ce sont les cicatrices d'une rupture dans la civilisation qui n'a pas encore fini de guérir.